Tu sais joliment en parler, dit mon père. C'est Abdeslam. On parle toujours bien des choses qu'on aime. Une vulgaire gargoulette de terre cuite peut provoquer l'enthousiasme d'un amateur de gagoulettes et le transformer en ce que Sidi Ahmed appelle un poète. Si Abderrahman choisit un rasoir avec un manche d'ébène, le passa, le repassa sur une pierre gluante d'huile, l'essuya avec soin, l'essaya sur son angle, avant d'entreprendre de me raser la tête. Il commença au sommet du crâne, m'obligea à baisser le nez jusqu'au genou, racla à petits coups le duvet de ma nuque. Il revint ensuite au côté fil tour de la mèche qui pendait sur mon oreille droite. Le rasoir me brûlait un peu. Je ne disais rien. Je n'écoutais même plus la conversation. Une torpeur m'envahit. Je finis par m'endormir. Ma tête s'en alla de travers à la lame, me mordit légèrement. Je me réveillai en sursaut. Le coiffeur discutait toujours. Des gouttes de sueur couvraient mon front, dégoulinés le long de mon nez. Il s'arrêta enfin, épousseta mon visage et mon cou à l'aide d'une serviette et me démélota. Je me sentis léger, comme saigné à blanc. J'eus mal au cœur. Je cherchais des yeux mon père. Il s'aperçut de mon malaise, se mit debout, se porta à mon secours. Viens, me dit-il, l'air frais te fera du bien. Si Abderrahman, j'ai besoin d'être rasé moi aussi, mais je reviendrai le soir, cet enfant paraît fatigué. Monsieur, je vous laisse dans la paix d'Allah. Nous voici de nouveau dans la rue. Jamais il ne me parut aussi belle, aussi enchantée que ce jour-là. Je me sentis beaucoup mieux. Arrivés à la maison, nous nous installâmes pour le repas. Le bourdonnement des tambourins nous parvenait de toutes les terrasses. Aux premiers étages, Zineb tapait sans rythme sur son jouet de 4 sous. Une tarija en terre cuite qui ne mesurait pas plus d'un hampon. Je pris à peine le temps de manger, j'avais hâte de la faire mourir de jalousie. Je trouvai deux bâtonnets, je me passai le tambour en forme de sablier, en bandoulière, et je commençai une nouba de ma composition à crever le tympan de tous les habitants du quartier. Je réfléchis, ma musique devait être plus riche. Je m'équipai en homme orchestre. Je m'assis, mis mon tambour par terre, sur mes bordes. Je réussis à coincer ma trompette entre les genoux. Mes mains maniaient le bâtonnet avec vigueur. Je soufflais de toutes mes forces dans la trompette. Bruit de tambour et mugissements se mêlèrent. La musique devenait assourdissante. Zineb vint me rejoindre pour prendre part de la fête. Nous improvisâmes le plus beau concert qui eût jamais fait résonner les murs de notre maison. Les femmes, y compris ma mère, crièrent grâce. Elles n'appréciaient pas notre musique. Elles nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Auparavant, ma mère me demanda d'enlever ma djellaba et mon vieux gilet. Elle désirait m'essayer une chemise neuve. Elle me la plaça par-dessus la vieille. Elle craquait d'après. Ma mère paraissait satisfaite du travail de la couturière. La chemise me couvrait entièrement et tombait jusqu'au sol. Mes bras se perdaient dans les immenses manches. Le col de 2 doigts de hauteur était fait de plusieurs épaisseurs de tissu et formé sur le côté par un cordonnet de soie blanche. Je ne pensais qu'à mon tambour. Cette séance d'essayage m'ennuyait. Je pus me libérer, reprendre mon vieux gilet et ma djellaba. Je courus vers la terrasse. Zineb m'attendait en compagnie de 2 filles et d'un garçon venu des maisons mitoyennes.
chacun avec son instrument de musique. Le garçon tenait un tambourin comme les filles. Il l'abandonna pour s'emparer de ma trompette. Il était plus âgé que moi et se connaissait en musique. Il sut tirer de cette trompette, simple en apparence, les rugissements les plus inattendus. Nous nous abandonnâmes à la joie du rythme. Nous nous saoulâmes de bruit. Des femmes richement habillées se perchèrent sur les murs pour nous admirer. Elles riaient de notre excitation, nous encourageaient par des mots gentils qui se perdaient dans le tintamarre. Nous jouâmes jusqu'au coucher du soleil. Ma mère vint me chercher. À l'entendre, je m'étais assez amusée. Ce soir, il fallait venir dîner et me coucher. Il comptait me réveiller à la première heure du jour pour aller au site commencer l'année dans la joie, le travail et la récitation des versets sacrés. Il m'emmena à la cuisine. Là, l'auge de bois qui servait les jours de lessive débordait d'eau bouillante. Pour rendre cette eau moins brûlante, il y versa un seau d'eau fraîche. Il me déshabilla, me plongea dans ce savant mélange, j'eus la respiration coupée. Je me mis à hurler, à me débattre afin d'échapper aux mains de ma mère qui me frottait vigoureusement à l'aide d'une rondelle de liège. Emprisonné dans un tissu particulièrement rêche, une fois lavé, je mangeai quelques bouchées de pain trempé dans la sauce d'un plat de viande au citron. Je m'allongeai sur mon matelas. Ma mère étendit sur moi une chaude couverture. Je ne tardai pas à sombrer dans le noir, un noir peuplé de petites filles taquines et bêtes et de barbiers bavards. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageai un bon moment dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis j'ouvris les yeux, vite je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et si frais. La voix insistait. « Réveille-toi, il est 3 heures du matin, je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux, réveille-toi donc. » Je pleurnichais, je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tenais plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. Mes oreilles cessèrent de bourdonner. J'enroulis mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. « Prépare-toi pour fêter la Ashura Omsid avec tes camarades. Du courage, du courage. » Ce fut dans un état de somnambule que je me lavai les yeux, me rinçai la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvai ma lucidité lorsque ma mère me passa à même la peau ma chemise neuve, craquante d'après. Elle me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien enrelié, ma sacoche en bandoulière. Je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffret de ma mère. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillée. J'avais hâte de partir à l'école. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf. Plein de dignité et d'assurance, je précédais mon père dans l'escalier. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui resteraient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant 12 mois indolents, paresseux. L'appel d'un mendiant nous arrivait dans la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille, mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. C'était là mes cadeaux de Nouvel An pour le maître d'école. Les passants que nous rencontrions me souriaient.
avec bienveillance. Les boutiques étaient ouvertes, les rues éclairées. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. De loin, j'aperçus les fenêtres à auvent de notre école. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Des grappes de lumière pendaient et transformaient cette façade habilement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. Les lampes à huile diversement colorées scintillaient et par leur seule présence créaient un climat raffiné de fête et de joie. Je hâtai le pas. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Elles rivalisaient de gaieté avec les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leurs bains d'huile et d'eau teintée des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette impression de fête fabuleuse s'accentua lorsque je poussai la porte du MSID. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Je devenais un membre d'une congrégation de jeunes seigneurs, tout richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi de légende des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Mon père m'abandonna au milieu de mes condisciples. Je remis solemnement mon cierge d'un livre et ma pièce de 5 francs. Les enfants se serrèrent pour me laisser une place. Je scandais les versets coraniques avec conviction. D'autres élèves arrivèrent. Le paquet de cierges grossissait à côté du frère. La chaleur devenait étouffante. J'avais la tête couverte avec le capuchon de ma djellaba. Je le rejetai, ma chemise collée à mon corps. Des picotements insupportables me parcouraient du dos. Mon front, mes mains se couvrirent de perles de sueur. L'un des élèves saigna du nez et tacha ses beaux habits de gouttes vermeilles. Je levai les yeux au plafond. Les petites flammes dansaient, gressillaient. C'est parfois une étincelle bleue. Je me taisais pour les entendre psalmodier comme nous la parole de Dieu. Leur voix se confondait avec celle des élèves. J'étais convaincu qu'aucune d'elles ne célébrait la Ashura silencieuse dans sa cage de verre. Indifférente aux ondes de bonheur perlaient sur nos visages. Ce matin, les objets les plus ordinaires, les êtres les plus déshérités, mêlaient leur voix aux nôtres, éprouvaient la même ferveur, s'abandonnaient à la même extase, clamaient avec la même gravité que nous la grandeur de la miséricorde de Dieu, créateur de toutes choses vivantes. Après la récitation du Coran, nous chantâmes des cantiques. Les parents de certains élèves psalmodiaient avec nous. Ils étaient venus accompagner leur enfant. Ils n'avaient peut-être pas de besogne qui les attendait. Ils célébraient la Ashura au MSID comme au temps de leur enfance. La lumière des veilleuses devenait jaune, s'anémiait à l'approche du jour. Dans la rue, la circulation était devenue intense. 2 moineaux voltèrent autour des lustres accrochés aux auvents des fenêtres. Le maître, les yeux au plafond, les 2 mains ouvertes dans un geste d'offrande, prononça de longues invocations. Il demanda à Allah de protéger et de faire prospérer les affaires de la communauté des musulmanes, d'étendre ses grâces sur les vivants et les morts, de développer les liens de solidarité entre les humains, de faire régner sur cette terre l'ordre, la justice et la compassion. Amin, amin. C'était la première fois que je voyais le frère sans baguette de gognacier. Il me parut beau, enveloppé dans sa djellaba à rayées blanches et noires, les épaules couvertes d'un bournou de drap gris. Il nous donna 3 jours de repos, le jour de la rentrée étant un jeudi. Le congé durerait 4 jours. J'embrassai la main du frère avant de rentrer chez nous. Il me chargea de présenter à mes parents ses vœux pour la nouvelle année.
et prononça quelques invocations en leur faveur. La rue était maintenant très animée. Presque tous les passants s'étaient habillés de neuf. Les uns revenaient du marché chargés de paniers d'alpha qu'ils tenaient écartés pour ne point salir leurs beaux effets. D'autres flânaient désœuvrés. Ma mère avait sorti une belle mansouria en voile fin, ornée de rayures de satin jaune. Elle était coiffée d'un foulard noir à longues franges multicolores. La bouillarde chantait. Mes parents attendaient mon retour pour déjeuner. Ma mère avait cuisiné une pile de galettes en pâte feuilletées en forme carrée et les enduisit de beurre frais et de miel. C'était un délice. Je pris 2 grands verres de thé à la menthe. Pendant le repas, mes parents établirent un programme pour la journée. Le matin, mon père se proposait de m'emmener à Moulay Idriss, le patron de la ville. Après la prière en commun, nous reviendrions déjeuner. L'après-midi, j'accompagnerai ma mère chez notre amie Lalla Aïcha. J'aurai le droit d'emporter avec moi l'une de mes trompettes. Le tambour, en poterie fragile, risquait de se casser en route. Ma bonne étoile en décida autrement. Après avoir baguenaudé avec mon père dans les rues encombrées de passants, après avoir fait l'acquisition d'un plat de céramique bleue sur la place des notaires qui exposait ce jour leur production, nous pénétrâmes dans la sanctuaire de Moulay Idriss. Là, nous accomplîmes les rites de la prière de l'Ouli et nous partîmes déjeuner. Lalla Aïcha vint nous surprendre à la fin du repas. Ma mère manifesta une grande joie à la revoir. Les 2 femmes se prodiguèrent mutuellement des épointus, des formules de politesse et des mots aimables. Mon père les laissa à leur affusion disparus. J'avais une envie folle de jouer au tambour, de lancer quelques beuglements avec ma trompette, mais je savais que ma mère ne tolérerait pas de tels débordements. Je m'abstins. J'attendais le soir pour me livrer corps et âme à la musique. Je restais dans un coin à écouter les propos de notre visiteuse. Elle laissa entendre dès son arrivée qu'elle avait beaucoup à raconter. Ma mère disposait de tout son temps et frétillait de curiosité. Elle n'oublia pas, malgré tout, de remplir ses devoirs d'hôtesse. Elle souffla sur la braise, ajouta une bolée d'eau dans la bouillarde, rinça les verres, elle ouvrit une boîte de fer blanc et en sortit une demi-douzaine de gâteaux de semoule. Lalla Aïcha, installe-toi sur le grand divan. Le thé sera bientôt prêt. Non, non, j'ai dit sur le grand divan, à la place d'honneur, je t'en supplie. Installe-toi confortablement, insista ma mère. Lalla Aïcha s'affala au milieu des coussins, soupira de satisfaction et commença son récit. Ce n'était pas, à vrai dire, un récit, mais une série d'événements accoulés les uns aux autres. Parfois, les faits devenaient si compliqués que Lalla Aïcha elle-même ne savait plus où il en était. À ces moments, son visage se troublait. Une sorte d'angoisse lui crispait les traits. Ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Mais bientôt un large sourire venait dissiper l'orage et Lalla Aïcha reprenait son monologue. Ma mère subissait les mêmes tourments, communiait dans les mêmes joies, éprouvait les mêmes émotions que son amie. Elle ouvrait parfois la bouche comme pour lui venir en aide, mais ne trouvant pas le mot qu'il fallait, ne disait rien. Certains passages de ce lent tissu d'anecdotes insignifiantes me transportèrent de plaisir. Lalla Aïcha raconta que dans la maison voisine de la sienne, toutes les femmes, par un caprice du hasard, s'appelaient Khadija.
Pour les différencier, on spécifiait la profession du mari. Khadija, la femme de l'épicier, Khadija, la femme du tailleur, Khadija, la femme du marchand de pétrole. Lalla Aïcha ajouta: il serait plus simple de les appeler Khadija la sourde, Khadija la louchonne, Khadija la noire. Tout le monde comprendrait de qui il s'agit. Nous rîmes de bon cœur à cette plaisanterie. Ma mère s'absenta quelques minutes, elle revint avec un bouquet de sauge et s'absente, elle entreprit de faire son thé des grands jours, tout en versant l'eau bouillante dans la tillère. Elle interrogea Lalla Aïcha: comment va ton homme? Parle-moi de ses affaires. A-t-il de nouveau un associé? Travaille-t-il tout seul? Il n'a pas d'associé, mais il ne travaille pas seul. Il emploie 3 ouvriers. Les babouches se vendent bien et je n'ai pas le droit de me plaindre. Il m'a promis de m'acheter au début de l'hiver un cafetan de drap abricot, objet que je désirais depuis si longtemps. Louange à Dieu! Les difficultés finissent toujours par s'aplanir et les misères par tomber dans l'oubli. Oui, soupira Lalla Aïcha. Ma mère attendit de nouvelles explications, mais subitement son amie se taisait. La chose l'inquiéta. À quoi penses-tu, Lalla Aïcha? Tu sembles triste. J'espère que tout va selon tes désirs dans ton ménage. Lalla Aïcha soupira sans rien dire. Ma mère se versa un fond de verre de thé. Le goûta, il parut satisfaite, elle servit son invité et me servit. Lalla Aïcha parla enfin, elle se pencha sur ma mère et lui chuchota à voix basse: nous sommes de bien faibles créatures, nous les femmes, Dieu seul est notre soutien et notre mandataire. Gardons-nous bien de faire confiance aux hommes, ils sont... Lalla Aïcha ne trouva pas l'épithète juste. Elle se contenta d'agiter ses mains à la hauteur de ses épaules et se lever les yeux au ciel. Ma mère me permit de monter sur la terrasse, jouer du tambour. Je compris que les 2 femmes avaient des secrets à se communiquer et craignaient mes oreilles indiscrètes. J'étais ravie de l'aubaine. Je montais sur la terrasse. Seule dans ce vaste univers, je me livrais aux joies du rythme, j'inventais les combinaisons les plus barbares, je tapais sur les 2 faces de parchemin de mon sablier en poterie, d'une baguette rageuse, les murs multipliaient les sons. Pendant ce temps, Lalla Aïcha et ma mère, penchées l'une sur l'autre, papotaient, papotaient, papotaient. Le soir, des bouquets de femmes richement vêtues ornaient toutes les terrasses. Les tambourins résonnaient, les chants fusaient de partout. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon, baignait toute la ville de roses fanées et de mauve délicat. La première étoile clignota, ce fut le signal. Lalla Aïcha embrassa ma mère et partit. La lampe à pétrole fut allumée. Nous étions sans entrain, mon tambour et ma trompette gissaient sur un matelas. J'en étais dégoûtée, je retrouvais avec plaisir mes vieux vêtements. De mes habits neufs, je ne gardais que la chemise. Grâce à la chaleur de mon corps, son tissu s'était humanisé. Pour échapper au bruit des tambours qui bourdonnait encore sous mon crâne, j'ouvris ma boîte à merveilles. Mes yeux, hélas, n'avaient plus la force de regarder.